La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. Das Radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Douce est la parole France de l'eau. Culture. Das Radio. La clé des nuits légères, enchaînée au cœur des Vous écoutez France Culture. Posloucháte France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir avec aujourd'hui Michel Cazenave. Les 13, 14, 15 et 16 septembre 2005 s'est tenu au château de la Hulpe le 5e colloque de Bruxelles. Cette rencontre annuelle, organisée par France Culture et l'Université libre de Bruxelles, avait cette année pour thème Question d'origine. C'est l'enregistrement de ces interventions ainsi que les débats qui ont suivi, placés sous la direction culturelle de Michel Cazenave, que nous écoutons chaque matin. Les disciplines les plus diverses sont ici convoquées dans la multiplicité de leurs approches, sciences, psychanalyse, philosophie, religion. Je ne ferai pas l'injure de présenter Michel Cazenave aux auditeurs de France Culture. Je rappellerai seulement qu'il est philosophe et écrivain, que le titre de l'émission dont il est le coordinateur sur France Culture est « Une vie, une œuvre » et celui dont il est le producteur sur cette même antenne, « Les vivants et les dieux ». Ancien président du groupe d'études Carl Gustav Jung, il a dirigé la traduction des œuvres de Jung chez Albin Michel. Son intervention s'intitule « L'arché, empire, principe, commencement ». Je rappelle donc qu'en grec, arché signifie en effet commencement, archène, commandé, et archaïos, ancien. C'est en jouant sur les sens de ces diverses traductions que Michel Cazenave va développer sa conférence. Le titre de mon exposé peut vous sembler un peu énigmatique au premier abord. J'ai décidé de prendre la notion centrale chez Jung, qui a à voir avec l'origine, précisément, qui est l'archétype, et de ne pas m'intéresser au type, non, mais de m'intéresser à l'arché. Et c'est pour ça que vous aviez ce titre, domination, origine, commencement, dans la mesure où on verra que précisément les trois notions sont contenues dans ce mot d'arché. En faisant ressortir aussi que je pense qu'il y a une question préjudicielle que j'ai oubliée, c'est que avant de construire toute une séquence, si on peut dire, sur la psychologie ou sur la psychanalyse, j'aurais peut-être dû inviter quelqu'un qui nous aurait parlé des origines de la psychanalyse. Dans la mesure où, là aussi, on voit très bien, je pense à des travaux qui sont parus récemment qui nous montrent que la psychologie est d'invention extrêmement récente. Finalement, jusqu'au XVIe siècle, on parle de psychologie, personne n'aurait compris de quoi on parlait. C'est à l'université de Leyde, à la fin du XVIe siècle, que le mot apparaît pour la première fois, psychologia. Que la psychologie était jusque-là simplement une partie, enfin ce que nous appelons psychologie, une partie de la philosophie, et que précisément sur cette origine de la psychanalyse, et ça va entraîner là aussi la position vis-à-vis de l'origine, il existe, je dirais, deux mythes fondateurs. Le mythe freudo-lacanien, qui considère d'une certaine manière, là aussi je radicalise, je le fais exprès, que d'une certaine manière la psychanalyse est quelque chose d'entièrement nouveau dans le domaine des idées, qu'il y a une rupture, qu'il y a une révolution. Je vous renvoie évidemment dans ma bouche, c'est un peu ironique, mais au plus beau fleuron de la psychanalyse française qui tient cette thèse, c'est-à-dire Elisabeth Romanesco. Et d'autre part, nous avons la thèse de Jung, qui au contraire a toujours maintenu que l'exploration en profondeur de la psyché humaine, ce que nous appelons la psychologie, ou ce
ce que ses élèves vont appeler la psychologie analytique, est l'héritière d'une très longue tradition. Et qu'il n'y a pas de véritable solution de continuité. Puisqu'il part, en gros, du chamanisme, les cultes de possession, les prêtres sacrés, les philosophes antiques, l'hypnose du XIXe siècle, pour terminer, effectivement, dans la psychologie. Et dans cette question des origines, moi, il y a quelque chose qui attire de plus en plus mon attention, c'est que arrêtons d'être victimes de ce discours selon lequel la psychanalyse, toutes écoles confondues, alors pour le coup, y compris la psychologie analytique jungienne, la psychanalyse aurait remplacé la philosophie. Ce qui est d'ailleurs l'ambition avouée. Je veux dire, lorsque Freud écrit sa métapsychologie, il montre bien que, d'une certaine manière, on en a terminé avec la philosophie en tant que telle, et on ne compte pas les pages où je ne parle même pas de Lacan, et ses 4 langages, etc. Bien. Jung lui-même explique comment, effectivement, il ne peut pas prendre au sérieux les philosophes, mais on s'aperçoit que là-dessus, sa pensée est extrêmement dialectique. Parce que ce que je tiens, je le propose comme thèse, évidemment, il faudrait le démontrer, ce que je tiens, c'est qu'on ne peut comprendre aucun des fondateurs sans les philosophes qu'il apporte dans ses bagages. Je veux dire par là, je crois quand même qu'on a assez travaillé là-dessus maintenant, que Freud est à peu près incompréhensible si on ne tient pas compte de Schopenhauer et si on ne tient pas compte de Spinoza. Je tiens que Lacan est à peu près incompréhensible si on ne tient pas compte de Hegel. Enfin, lorsque je dis Hegel, je devrais dire Hegel relu par Kojève, qui est quand même un Hegel très très particulier, et si on ne tient pas compte en même temps de la mystique chrétienne de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle. C'est-à-dire en gros de la mystique espagnole, d'une part, Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix surtout, et le mouvement quiétiste français à partir du cardinal de Bérulle jusqu'à Madame Guyon. D'ailleurs, il faudrait s'interroger pour savoir pourquoi il n'y a que cela qui l'intéresse dans la mystique. Le reste de la mystique, il ne le connaît pas, ou lorsqu'il le connaît, il recopie, je dis bien, ça je peux en donner la preuve, il recopie quelqu'un comme Henri Corbin, mot à mot, sans dire que c'est Henri Corbin, en faisant croire que c'est lui qui l'a écrit. Mais lorsque je parle en même temps de cette mystique sanjoaniste, c'est la mystique française, de l'école française de spiritualité, on voit très bien que c'est précisément à travers les travaux de Baroudi. Celui qui a été le premier, effectivement, à réintroduire l'étude de Saint-Jean de la Croix dans l'université française. Et de la même manière, ça va me permettre de déboucher le second sujet, que je pense on ne peut pas comprendre Jung, d'une part, sans poser qu'il est protestant, par rapport à Lacan qui est catholique, qui est issu d'une famille catholique de droite tout à fait traditionnelle, plongé dans le catholicisme. N'oublions pas qu'il déclare que le catholicisme, l'Église catholique, c'est la vraie religion. La vraie religion. Et qu'à la limite, la question, c'est une question de préséance entre la psychanalyse et la religion. Qui va l'emporter des deux? C'est d'autant plus clair dans le petit opuscule qui a été publié il y a 6 mois, Le triomphe de la religion, dans lequel il montre qu'effectivement, si la religion l'emporte, la psychanalyse est perdue, et si la psychanalyse l'emporte, la religion va disparaître d'elle-même. Donc Jung est protestant, d'une part, et que de l'autre, du point de vue philosophique, ce qu'il a derrière lui, c'est la tradition, je dirais, à la fois néo-platonicienne et gnostique, telle qu'elle se mélange largement dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Je vous renvoie au début là, des travaux du père Festugière sur la gnose, la manière dont il montre qu'il y a une espèce de grand melting pot qui se crée, qui va se condenser à la fin de l'œuvre de Jung. Je pense au Mysterium Conjunctionisme, enfin il a 79 ans, donc on est vraiment à la fin de sa carrière, qui va se condenser dans la référence à Plotin, et qui va poursuivre son cours chez lui, en prenant relais chez Maître Eckhart, et de la fameuse Deutsche Theologie, la théologie allemande, dans l'œuvre de ce qu'il est convenu d'appeler la théosophie allemande, c'est-à-dire Jacob Böhm, finalement, pour aboutir à Schelling. Donc là, nous avons effectivement trois perspectives philosophiques tout à fait particulières.
est intéressant, c'est de voir la variation qu'il y a eu dans le vocabulaire de Jung. Parce que contrairement à ce qu'on croit, l'archétype, l'arché, la notion d'arché vient assez tardivement, à partir de 1920, donc il a déjà 45 ans. Il est déjà connu internationalement pour ses travaux de psychiatrie et en même temps, justement, pour sa rupture avec Freud. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'est d'abord servi du terme, effectivement, d'imago. Je rappelle de ce point de vue-là que le terme d'imago en psychanalyse, c'est Jung qui l'a importé. Effectivement. Bon, ensuite, il s'est servi dans le texte fondateur, si on peut dire, qui sont les métamorphoses de l'âme, d'Ivan Lundell, du terme de Urbild. Les métamorphoses de l'âme, c'est le moment, nous en avons la trace dans la correspondance entre Freud et Jung, c'est le moment où tous les deux rivalisent pour savoir qui va avoir fini le premier, le grand texte, sur les rapports entre la préhistoire, la mythologie et la psychanalyse. Mais on sait très bien que Freud et Jung écrivent en parallèle, l'un Totem et Tabou, l'autre les métamorphoses de l'âme. Or là, Jung se sert du terme Urbild, très clairement. Et ce n'est qu'à partir de 1920 et à partir des types Urbild, l'image primordiale, disons, on va traduire la première approximation. Et ce n'est qu'à partir de 1920, et particulièrement à partir de son livre Les types psychologiques, qu'il va se servir du thème d'archétype. Mais déjà en 1912, avant qu'il en vienne à l'arché lui-même, lorsqu'il parle d'Urbild, on voit très bien comment il y a une sorte d'hésitation de sens qui se fait, et qui est d'ailleurs dans le texte lui-même de Jung, à savoir que veut dire le Ur. Parce que à la fois c'est l'Urbild, avec le Ur qui est dans le sens du Urvateur de Freud, c'est effectivement ça, et en même temps c'est le Urbild au sens de la Urpflanze, de la plante primordiale de Goethe. Et on sait à quel point Jung était un immense lecteur de Goethe, et effectivement a été goethéen toute sa vie. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus, je dirais de ce point de vue-là, une forme, une morphée au sens où l'entendait Goethe. Et là aussi, malheureusement, il y a aussi beaucoup d'incompréhension sur ce que disait Goethe. C'est-à-dire qu'on voit une sorte de plante primordiale que les plantes réelles imitent plus ou moins, alors qu'on sait très bien que le grand titre de botanique de Goethe, c'est la métamorphose des plantes, précisément, la transformation des plantes, et comment cette Urpflanze est une forme qui va permettre précisément le développement de formes dynamiques. Et donc un principe de métamorphose et un principe de transformation. Mais de ce point de vue-là, on voit très bien que sur le moment, Jung lui-même, en fait, n'a pas vraiment choisi. Comme il n'a pas vraiment choisi entre les deux sens que peut avoir cette Urbild, et le même problème va se poser par rapport à l'arché, et donc à l'archétype. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui s'est formé au long de l'évolution humaine? Et de ce point de vue-là, il est tout à fait étonnant de voir que dans l'écriture même, Jung est extrêmement proche de Freud, c'est-à-dire qu'il considère que les événements de la préhistoire dans laquelle l'homme a fait un certain nombre d'expériences fondamentales et répétitives de son rapport avec ce qui l'entoure, etc., c'est effectivement transmis de génération en génération. Il croit qu'il y a effectivement, je dirais finalement, un processus lamarckien. C'est-à-dire, les expériences que l'on fait sont transmises et nous en sommes aujourd'hui les héritiers. Et on est obligé de faire, par rapport à cette notion, sur laquelle Jung va revenir d'ailleurs, mais le problème avec Jung aussi, c'est que finalement, il ne dit jamais « je me suis trompé » ou il ne dit jamais « j'ai changé d'idée, j'ai évolué ». Il évolue, il écrit quelque chose de nouveau, à charge pour le lecteur de voir où sont les évolutions et à voir où se fait le travail. Mais c'est-à-dire qu'on est obligé de faire par rapport à cette notion le même travail que l'on fait par rapport à Freud, parce que Freud, par rapport aux thèses de Robertson, etc., je pense, croyait réellement que l'ordre primitif avait existé, que c'était une réalité préhistorique, pour ne pas dire historique, absolument réelle. Bon, et aujourd'hui, on nous l'a bien présenté comme un mythe, qui, je pense, on doit le prendre en tant que tel, c'est-à-dire une histoire paradigmatique, qui permet de penser. Bon, vis-à-vis de l'Urbild de Jung, je pense qu'on est obligé de faire à peu près le même travail. Or, lorsque plus tard et après sa période, je dirais borderline, finalement, qu'il vit après la rupture, encore je dis borderline,
je suis gentil dans l'expression, c'est peut-être même plus que borderline, qu'il vit après sa rupture avec Freud, lorsqu'il remonte au jour, si l'on peut dire, et où alors là, il va mettre réellement en place la position de l'archétype, donc de l'arché. On voit que là aussi, c'est une position qui était quand même une origine, qui a été longue à penser, difficile à penser, dans la mesure où précisément à travers ces comparaisons entre les positions de Goethe et de Schiller, à travers cette querelle, cette fameuse querelle des universaux, en même temps un examen apparemment, je dis bien apparemment approfondi des thèses de Kant, on voit très bien qu'il prend une position dont la logique d'ailleurs n'est pas absolument éclatante, une position qu'il prétend une position nominaliste dans la querelle des universaux, et d'autre part, il prend une position néo-kantienne, qu'il affirme néo-kantienne, dont je dirais que moi-même, franchement, je ne la prends pas très au sérieux. Dans la mesure où dans l'arché, dans cet arché, Jung, précisément, tout de suite, est pris entre les trois sens, c'est-à-dire le fondement, le principe, si on peut dire, le commencement, ce qui est premier, et ce que j'ai appelé la domination, ou ce que souvent on traduit des auteurs grecs anciens par l'empire. C'est-à-dire le fait que ce soit principe ou que ce soit premier, ça a une emprise sur nous, ça a une véritable domination sur nous, à laquelle finalement nous ne pouvons pas échapper, et que d'une certaine manière, il va falloir négocier, et négocier extrêmement durement, et avec du coup le problème d'ailleurs qui se pose, qui est à réfléchir, de la liaison entre l'archaïque et l'archétypique. Jung est tiraillé entre ce qui a été objet, on le sait, de polémiques à distance dans le temps, entre Plotin et Proclus, précisément sur un premier, ce principe en quelque sorte, qui est-ce que il initiait un commencement, enfin, vous savez que Plotin le définit l'un comme pur agir, en fin de compte, alors que Proclus dit non, c'est du principe. Et c'est de l'agir parce que c'est du principe. Alors que Plotin aurait plutôt tendance à dire que c'est plutôt du principe parce que c'est du pur agir. Et que c'est dans sa surabondance d'action que justement qu'il se définit comme à la source de toute chose. Et où tout le travail de Jung dans les 40 ans pratiquement qu'il lui reste à vivre et à travailler va être précisément peu à peu de gagner cette position et d'assumer ce que cela veut dire. Que ce pur agir, cette efflorescence, comme cette source qui est tout le temps en train de jaillir, qui est tout le temps en train de donner, et qui fait que ça se trouve à la source, sans jouer avec les mots en français, à la source de toute chose. À tel point d'ailleurs que on voit très bien comment, je vais y venir tout à l'heure, enfin, lorsque Jung parle par exemple du principe d'individuation, généralement il y a toujours la coquetterie de le dire en latin, principium individuationis, on se rend compte que lorsque on essaie de coller au plus près de ce qu'il veut dire, c'est en réalité ce qui est toujours désigné, le principe qui gouverne, qu'en réalité nous extrayons de ce à quoi nous sommes confrontés, mais que ce qui l'intéresse, c'est le processus. Et c'est le processus qui est engagé précisément par ce surgissement de ce qui est de l'ordre de cette origine. Et là-dessus, pour lui, c'est extrêmement important, parce que souvent on lui a dit, enfin, exhibez vos archétypes. Et la réponse a toujours été, la réponse d'ailleurs qu'on trouve dans de tout autre domaine aujourd'hui, qui est de dire, le problème pour moi n'est pas de savoir si les archétypes existent ou pas, d'un point de vue ontologique. Ce qui m'intéresse, c'est que je vois leur action, c'est qu'il y a de l'agir. Et à partir de cela, effectivement, je bâtis le modèle qui est celui de mon arché. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la domination qu'ils exercent sur nous doit être soumise à une négociation, et je dirais que la cure analytique jungienne est finalement un processus de négociation. C'est en grande partie cela. Bien, mais alors, ce qui fait nœud chez lui, c'est précisément ces trois notions
qui en même temps, évidemment, sont nouées les unes aux autres du fondement, du commandement, de la domination. Et où il est redevable, d'ailleurs, en même temps, des textes qu'il lit. Des textes qu'il lit, on sait très bien à quel point il allait chercher des inspirations dans le Poimandres, c'est-à-dire le premier traité du corpus hermétique, où on trouve d'ailleurs la notion d'archétype, et où nous est présenté, on parle du dieu Hermès, il nous est présenté cette adresse au dieu: tu es le grand serpent qui marche en tête de tous les dieux, tu détiens le premier lieu de l'Égypte. C'est-à-dire en tête, qui est à la tête d'eux, mais qui du coup même est le premier des dieux, cela l'entend, et qui fait que le nom, qui est précisément le nom d'Éléphantine, est précisément aussi le premier nom de l'Égypte, et de l'Égypte gréco-romaine. C'est-à-dire ce nouage précisément entre le rang premier, et le rang premier voulant dire qu'on est aussi dans un rang premier, dans un sens, je vais mettre le mot entre guillemets, mais dans un sens politique. Et ce qui renvoie là aussi à une longue tradition, parce que je veux dire, on pourrait dire le corpus hermétique, c'est quand même quelque chose qui surgit assez tard, c'est après le changement d'air, enfin ce que nous appelons le changement d'air, qui renvoie à une longue tradition de la langue grecque, puisque avec archétype nous sommes dans la langue grecque, puisque le jeu de mots précisément entre le commencement et la domination, le premier et l'empire, en fin de compte, on le trouve, je vous rappelle, des Isocrates dans le panégyrique, lorsque Isocrate réfléchit sur la manière dont l'empire a été enlevé à sa cité, pas que je la cite, je pense, a été enlevé à sa cité, et où, lorsque l'empire a été enlevé, la situation de la Grèce a commencé à empirer. Je vous fais grâce de la citation en grec, et qui a été repris, on le sait, par Aristote. Je donne simplement quelques références, comme ça, quelques points de repère, dans la rhétorique, lorsque Aristote parle de arché kakou. Où là, effectivement, alors là, c'est le jeu total sur cette ambivalence, pour ne pas dire trivalence, du mot arché, puisque arché kakou, de quoi, qu'est-ce que cela traduit exactement? Il reprend là aussi une citation d'Isocrate, mais qui est l'empire est le commencement du malheur. La domination est le commencement du malheur. Je disais que pour essayer précisément d'éviter cette sorte de buissonnement de sens entre l'origine, le commencement, déjà, à travers la référence que je faisais à Proclus et Plotin, je montrais que l'ambivalence et la difficulté qu'il y avait de penser la relation de l'origine, le commencement et le phénomène de la domination, je disais tout à l'heure, donc on a essayé de traduire ça par les termes latins, en disant, si on évite le grec, ça sera peut-être plus facile. Bon, c'est-à-dire, on a plutôt essayé de servir du terme de principium, ce que je citais tout à l'heure, principium individuationis, le principe d'individuation. Mais on s'est rendu compte que que le remplacement n'était qu'un déplacement de la difficulté. Et que le principe posait tout autant de problèmes. Puisque le principe, vous le savez, je le dis extrêmement vite, évidemment, le principe vient de primus, le premier, et que le premier, c'est ce qui va donner le princeps, c'est-à-dire l'édition princeps, l'édition première, évidemment, mais c'est en même temps le premier de tous les citoyens, c'est celui qui est à la tête, et donc c'est celui qui exerce la domination, et il est même étonnant de voir qu'au Principium était même attachée l'idée de l'emplacement du quartier général des forces militaires dans un camp romain. Donc, vous dire à quel point, finalement, en voulant éviter la difficulté, on ne faisait que la renforcer. Donc, pour l'instant, je vais, si vous voulez bien, en rester à l'arché. Et donc, avec ces trois idées que nous avons pour l'instant, qui étaient celles de Jung, à la fois
fondement transcendantal, c'est-à-dire une condition de possibilité de saisie du monde, de structuration de la psyché, et de ce point de vue-là, je voudrais dire d'ailleurs que, tout au moins à l'intérieur de notre culture, et dans les repères qui sont les nôtres, tous les Jungiens qui continuent à dire aujourd'hui, si on est Jungien, on ne peut pas lire Freud, et on ne peut pas être freudien, c'est de la pure faribole, à mes yeux. À savoir que la condition de validité rend possible une expérience, mais ne se remplit et ne s'applique que s'il y a cette expérience. Et où cette expérience, je crois que c'est effectivement là, Freud l'a quand même très largement exploré, je le répète, tout au moins dans les cadres de notre culture. Il faudrait s'expliquer sur ces termes, mais je les assume pour l'instant. Donc dans cette idée du fondement, dans cette idée du surgissement, dans cette idée de la domination. Et où on retrouve précisément ce problème qui a toujours été le problème de la pensée de l'un, à savoir, est-ce que l'un, je reprends là aussi quelque chose de tout à fait classique, je pense par exemple à la critique des pythagoriciens par Aristote, est-ce que l'un est la source des nombres, ou est-ce que l'un est le premier des nombres? Bon, et on sait très bien comment Aristote se moque beaucoup des pythagoriciens en disant à la fois ils disent que c'est la source, à la fois ils disent que c'est le premier, etc. Mais qu'on va retrouver, par exemple, lorsque Lacan va créer va reprendre et va repenser la catégorie de lunaire, précisément pour le différencier d'un certain type de 1. Et donc, ce vers quoi va être peu à peu amené, je dirais Jung, c'est justement à distinguer deux types de 1. L'un premier, je dirais premier des nombres, et l'un source des nombres. C'est-à-dire l'un plein, je vais prendre un vocabulaire qui sera peut-être plus facile à comprendre, l'un plein d'un côté, l'un vide de l'autre. Et ce qui va être ce que je signalais tout à l'heure, sa référence de plus en plus constante à l'œuvre de Plotin, et à cet un qui n'est pas, à cet un d'avant l'un, si on peut dire, à cet un d'arrêt, à cet un d'avant l'être, que désigne les Énéades, à laquelle il va franchement renvoyer dans son appareil critique de ses derniers ouvrages. Et à quoi il faut tout de même ajouter quand même une autre idée, que avant de le trouver dans le corpus hermétique et puis dans d'autres œuvres qui vont suivre derrière, c'est que l'archétypos faisant un détour par Rome, on va voir que, mais je dirais ce n'est que l'expression, que la mise au point d'une idée implicite dans celle qu'il y avait à l'intérieur même de l'arché, c'est-à-dire on va voir venir l'idée du modèle, et du modèle en tant que c'est le modèle original. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le mot original qui vient précisément par rapport à l'origine. Ce que l'on trouve on le sait, dans l'œuvre de Varron, dans les Res Rusticae, chez Pline, qu'on trouve dans les satires de Juvénal, cette idée que c'est un original, on se sert du terme archétypus, c'est un original, autrement dit, ce n'est pas une copie. Et ce qui est à l'origine de toutes les copies qui vont essayer de reproduire l'original. Mais ce n'est jamais précisément que de la reproduction. Et cette idée que Jung va un petit peu solliciter, effectivement, sans aucun doute, et là on le voit très bien à travers sa correspondance sous l'influence de Paoli et de la correspondance de 25 ans entre Jung et Paoli, c'est-à-dire à travers cette idée du modèle, l'idée que ce modèle est aussi le modèle tel que l'entendent les physiciens. Ce qui va souvent dire, l'archétype, finalement, c'est ce qui me permet de penser, comme l'atome de Bohr permettait aux physiciens de penser à leur époque. Et le problème n'était pas de savoir si l'atome de Bohr correspondait à la réalité ou pas, ça permettait de travailler. Ce qui veut dire, en même temps, dans cette ligature à l'un, et à la fois à l'un plein et derrière l'un plein, c'est-à-dire ce qu'on dirait l'un unifiant, si on veut parler le langage de la philosophie, à l'un d'avant l'être, l'un pré-unifiant, de poser qu'il y a une anté-histoire. Une histoire d'avant l'histoire, si on peut dire. Et qui amènera Jung à la position qui souvent, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire là-dessus, l'inconscient ne connaît pas le temps.
Alors quand il écrit « L'inconscient ne connaît pas le temps », généralement on le comprend de la manière freudienne, de la manière dont Freud dit « L'inconscient ne connaît pas le temps », et lorsqu'on lit Freud, on voit très bien le sens que ça a. Lorsque Jung écrit « L'inconscient ne connaît pas le temps », cela veut dire pour lui que l'inconscient, ou des traces, les lignes dans l'inconscient ne demeurent pas identiques à elles-mêmes à travers le temps, c'est que l'inconscient est hors du temps et hors de l'espace, qui ne peut être défini précisément qu'avant le surgissement de toute chose existante. C'est-à-dire qu'il est lié, de ce point de vue-là, à ce que, en langage quotidien, j'appellerais l'un d'avant l'être. Mais ce qui a évidemment un certain nombre de conséquences. C'est que, d'une certaine manière, là je reprends la formule à Henri Corbin, c'est que c'est une préhistoire de l'âme, si on peut dire, c'est une origine, effectivement, qui est désignée ainsi, mais une préhistoire qui est toujours en surgissement. Donc que nous sommes obligés rigoureusement de définir comme préhistoire et de définir en même temps comme toujours présente. Et si elle n'est pas présente, elle n'est pas cette préhistoire, ou plus exactement, on devrait dire une antéhistoire, hors temporalité, et qui est toujours précisément en surgissement, en puissance de manifestation dans notre ordre. Et ce qui renvoie précisément, je pense là aussi, il faudrait analyser évidemment les textes de la fin de la vie de Jung, à cette surabondance de l'un, en quelque sorte, dont parle toujours Plotin, et où je me demande d'ailleurs d'une certaine manière si on ne pourrait pas faire la liaison avec une des fameuses déclarations de Lacan, c'est-à-dire on donne toujours ce que l'on n'a pas, et où je dirais que l'un premier, précisément, donne toujours ce qu'il n'a pas, puisqu'il donne l'être alors qu'il n'a pas l'être. Il fait être. Ce qui amène la relation de Jung à quelqu'un alors de particulier dans la tradition néoplatonicienne, qui est Jean Scott Erigen. Ce que Jung reprend, c'est les analyses même de Scott Erigen sur le texte sacré, sur le fameux in principio, en archen, au début. Que nous, généralement, nous traduisons, effectivement, nous avons l'habitude d'avoir traduit par au commencement, Dieu fit ceci, Dieu fit cela, ou au commencement, le Verbe était avec Dieu, etc. Or, on voit très bien que Scott Erigen, reprenant ces textes, précisément, dit en réalité, le haut commencement de la Genèse n'est pas le même que le haut commencement de l'évangile de Saint Jean. Le in principio du livre de la Genèse, c'est à l'intérieur du principe, là je ne fais que relire Scott Erigen, mais Jung le suit quasi exactement, à l'intérieur du principe, Dieu créa. Dans le principe, dans le dedans, même ça vraiment dans le dehors. Alors que dans l'évangile de Jean, le in principio veut dire dans le principe le verbe en tant que monade principielle. J'espère que vous voyez la différence entre les deux. Je sais que c'est pas extrêmement facile, mais ce qui est posé là, et ce qui est posé par Scott Erigen, et c'est ça qui intéresse Jung, je pense, dans cet arché qui lui permet de pousser l'arché jusqu'au bout même de sa pensée, c'est que ça pose un fondement précisément incréé, c'est là où je pense qu'Henri Corbin était tellement sensible justement à cette pensée de Jung, ça pose un fondement incréé qui est toujours présent, et qui est toujours en surgissement, qui est toujours en manifestation. Et je pense que si on veut le comprendre jusqu'au bout, je vais me permettre de faire appel, on a chacun ses faiblesses, donc l'un de mes auteurs préférés depuis mon adolescence, qui est Schelling. Qui est Schelling parce que c'est précisément le dernier auteur, je dirais, de la lignée de philosophes dont se réclame Jung, clairement. Qui, précisément, c'est dans le traité de 1809, pose que tout être a un fondement qui le fait exister. C'est-à-dire, autrement dit, si on suit son développement, que tout être, Wesen, a une existence, et un fondement, Grund. Alors, j'ai traduit Grund par fondement, c'est vrai que là aussi, je suis dans l'approximation de la traduction, parce que le Grund, en allemand, est quand même plus riche que le simple fondement. Et que de ce point de vue-là, le Grund est le fondement de l'existence.
si on pense à une maison, la maison, je dirais, est construite par des ouvriers, à la demande d'un propriétaire quelconque. Là, nous sommes dans l'ordre de la cause, mais la maison est fondée sur des fondations. Là, nous sommes, effectivement, dans le Grund. C'est-à-dire que les fondations sont la condition de l'existence de la maison. Sans les fondations, il n'y a pas de maison. Et, si je poursuis la pensée de Schelling, les ouvriers peuvent partir, le propriétaire peut changer, la cause a disparu, la maison est toujours fondée sur son fondement. Elle est toujours là. La condition de l'existence, elle, est permanente. Ce qui amène à l'une des choses qui sont les plus, entre guillemets, excessives chez Jung, qui sont celles d'ailleurs, je reconnais, qui moi m'intéressent le plus, mais qui sont le plus difficiles à expliquer lorsqu'on n'a pas la perspective qui leur donne sens, c'est la conclusion à laquelle arrive Schelling lui-même, et que Jung, en citant parfois Schelling et souvent en ne le citant pas, reprend à son compte, que l'idée de Dieu, lui, elle-même, en est changée. En est changée parce que, dit-il, on ne peut définir Dieu que comme ayant son fondement en lui-même. Et si on dit que Dieu a son fondement en lui-même, cela veut dire que Dieu est fondé sur une partie de lui-même. Et que donc, d'une certaine manière, il y a un split qui est introduit, disons une fracture de l'absolu, qui est ainsi introduite, ce qui est exprimé dans les recherches philosophiques de Schelling de cette manière évidemment un peu poétique, un fond éternel obscur qui n'est pas lui-même in actu et qui s'enfuit dans la nuit. C'est-à-dire, finalement, ce fondement qui est toujours là et qui pourtant est hors de portée de notre saisie intellectuelle, qui n'est définissable que par la négation et par le fait que finalement on reconnaisse que l'on ne puisse rien en dire, que l'on ne puisse rien en penser, sinon de dire que effectivement il est renvoyé à une unité première qui pour nous sera toujours de l'ordre de la rupture. Et que donc nous sommes fondés sur cette rupture première. Nous sommes la manifestation et le surgissement de quelque chose qui est splitté en soi-même. Et il n'y a d'être et il n'y a de surabondance en même temps. Et il n'y a de jaillissement, il n'y a d'origine, il n'y a de source que parce qu'il y a cette rupture interne dans ce qui précède toute chose, dans ce qui est le fondement de toute chose, et que, à strictement parler, et là Jung va reprendre souvent ce vocabulaire, et là il le reprend à Jacob Böhm, si je me rappelle bien, d'ailleurs Schelling le reprend 2 ou 3 fois, il n'y a du Grund que parce qu'il y a de l'Ungrund. C'est-à-dire il n'y a du fondement que parce qu'il y a du non-fondement. Du non-fondement, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut être fondement en aucun cas pour nous, hommes. C'est-à-dire qu'on est obligé précisément de faire la différence entre ce qui est, je dirais, de l'origine première et de l'origine seconde. Et nous inférons l'origine première à partir de l'origine seconde, à partir de laquelle nous travaillons. Mais ce qui suppose en même temps une relation réciproque. Parce que si je reprends ma métaphore de la maison, les fondations n'ont de sens comme fondation que si la maison est construite sur elle. Bien évidemment. Donc il n'y a de maison que s'il y a de fondation, mais il n'y a de fondation que s'il y a la maison. Ce que Jung va exprimer à plusieurs reprises, en particulier en parlant du problème de la paternité, qu'il travaillait comme Lacan, comme Freud, comme beaucoup d'autres, puisqu'il était lui-même père, qu'il essayait de se définir lui-même dans cette tâche, en disant mais je ne suis père, c'est ce qu'il écrit dans une de ses lettres, je n'ai été père qu'à partir du jour où j'ai eu mes enfants. Ce qui semble quelque chose d'absolument évident. Et ce qui veut dire par là, c'est que ce sont les enfants qui instituent le père comme père. Donc si j'essaie de rassembler un peu cette réflexion sur l'origine en la poussant jusqu'au bout de la fin de l'œuvre de Jung, c'est que d'une part de dire cet arché, ce à quoi ça renvoie, c'est dans un nain, je dirais, absolu. Et d'une certaine manière, je reprendrai le vocabulaire d'Henri Corbin. C'est-à-dire que absolu, d'après la racine latine, ça veut dire en même temps qu'il est absous.
et que nous l'avons absous de s'être fragmenté. Donc nous l'avons absous d'être plongé dans la terreur de la condition humaine, dans la rupture, mais qui n'est en tant que tel que dans la mesure où il est dynamique, où précisément, à travers son surgissement, sa manifestation est toujours de l'ordre du processus, est toujours de l'histoire en devenir. Et l'histoire en devenir n'existant que parce qu'il y a précisément de cette anté-histoire, ou de ce que j'appellerais de cette méta-histoire, au-delà de l'histoire qui est dans l'absolu. Et où le commencement en tant que tel est le surgissement du fondement, et où le problème pour nous, hommes, dans l'assomption de notre rupture, est précisément de négocier l'emprise que ce fondement a sur nous, que cette origine a sur nous. Et alors là, pour le coup, il faudrait réfléchir effectivement sur le tupos de l'archétype, c'est-à-dire l'empreinte. Et l'empreinte et l'emprise, il y a quelque chose qui va tous les deux ensemble. C'est-à-dire comment est-ce que finalement nous arrivons à nous libérer de notre origine et comment est-ce que nous arrivons à retrouver de l'un dans le sens où, par rapport à ce que j'ai indiqué, retrouver de l'un, c'est savoir qu'on ne le retrouvera jamais, qu'il est irretrouvable. Mais ce qui amène, d'une part, l'idée que l'origine est de l'ordre du vide, en fin de compte, et du vide en tant que le vide est créateur. Là c'est ce qu'on trouverait dans la natura non creata sed creans, la nature non créée et créante de Jean Scott Eygen, dans le Périphéséon auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire cet incréé créateur, en fin de compte, cet incréé créateur auquel faisait allusion Michel Cassé en osant à peine avancer ces mots hier, et en même temps, à la différence, je dirais la langue française offre quand même quelques facilités, la différence par rapport au problème de l'origine, que du coup on sera obligé d'introduire entre l'originaire, d'une part, l'originel de l'autre, et enfin l'original. Hein? Mais ce qui impose en même temps, je pense que j'étais assez clair, mais je veux le redire très clairement, c'est que de ce point de vue-là, au-delà de toute la cohorte, la théorie des mythes, des images dont les Jungiens se gobergent généralement, la théorie ne peut être qu'une la théorie de ce que j'appellerais une psychologie négative. Tu as renvoyé la psychologie comme psychologie négative à la philosophie, mais ma question c'est quoi alors de la thérapie, puisque Jung voulait tout de même donner une vocation thérapeutique à sa pensée, ce qui n'était pas le cas au même sens. En tout cas, on ne connaissait pas des psychiatres gnostiques. Enfin, la profession de psychiatre. Non, donc, je ne connaissais pas. Et donc, je me demande. Ce que je me demande, c'est comment la notion qui n'est pas une notion de chemin, au sens de chemin de sagesse ou chemin mystique ou chemin agnostique, comment la notion de négociation prend sens techniquement. Parce que jusqu'à plus un plan informé, il faut quelque part être deux pour négocier. Enfin, il faut que chacun donne quelque chose. Or, ici, je vois assez mal l'autre partie de la négociation. Et donc, ce que je veux dire, c'est les thérapeutes que Nathan m'a fait connaître ont, eux, des êtres qu'ils savent convoquer et avec qui ils peuvent négocier. Les djinns et autres, ça se négocie. On commerce avec, mais je ne nous vois pas commercer avec l'archet. Oui, je dirais que la position de Jung là-dessus, à la limite, ça serait de dire, bon, alors vraiment j'assume, hein, ça serait de dire quel dommage qu'on ne croit plus aux esprits. Comme ça serait plus simple, si on y croyait encore. Tout ça remarque de dire, on peut appeler ça les esprits, enfin la fameuse remarque qu'on cite toujours, on peut appeler ça les archétypes, les esprits, les dieux, les ceci, les cela, etc. D'où les prêtres sacrés en tant qu'ancêtres de la psychanalyse, etc. Donc le problème pour lui, c'est de dire comment effectivement avoir accès à ça, sinon par le fait, alors là, il y a une rupture aussi
absolument éclatante avec la psychanalyse, c'est que précisément, le thérapeute est impliqué dans la négociation. C'est une négociation qui se mène à deux. Et que d'une certaine manière, le thérapeute va être l'endroit dans lequel, je dirais, l'archétype va se manifester en tant que l'esprit du thérapeute. Et où donc le thérapeute est obligé de se mettre en risque. La négociation est une négociation à deux. Et d'une certaine manière, le thérapeute, c'est pas simplement le maître de cérémonie du culte de possession, il prend la place de l'Orisha. Mais en même temps, je dirais, c'est une manière dangereuse de faire. Dangereuse de faire parce que nous n'avons plus aucune des structures anthropologiques qui donnent leur cohérence à ce type de pratique. Donc d'une certaine manière, le thérapeute est obligé de réinventer sans arrêt et de créer ses propres rituels. Ça se termine parfois très mal. Et ça veut dire en même temps qu'en réalité, le vrai patient du jungien est un borderline ou un psychotique. Mais il y aurait cette même, il me semble que l'un des signes, l'une des deux catégories de thérapie, vraiment très globalement, c'est celle où on retrouve d'un côté les animistes, les chamans, les psychanalystes, et de l'autre, disons, les cognitifs, au sens où, dans le premier cas, un malade est appelé éventuellement à devenir thérapeute. Chez les analystes, c'est très régulier. Comme Lacan a dit, la seule chose... Je demanderais à nos amis analystes ici de fermer les oreilles. Mais je connais plusieurs de mes amis qui m'étaient en analyse, dans lesquels ils disaient, mais le désir de mon analyste est que je devienne analyste à mon tour. Voilà. Clairement. Donc de manière beaucoup moins bien cultivée que dans les autres structures thérapeutiques que nous disons exotiques, et où un être touché doit entrer dans une confrérie, dans quelque chose qui fait honneur et qui a une fonction thérapeutique pour d'autres. Par contre, disons, les cognitivistes, ça n'a pas de sens. Une fois que j'ai été là, soigner mon TOC, de devenir spécialiste du TOC. Il n'y a pas du tout cette fonction de reproduction. Mais donc, chez Jung, ce serait le cas. C'est-à-dire que si un psychotique rencontre un thérapeute avec qui il peut négocier, il peut lui-même prendre le type de rapport à quoi alors au principe. C'est du même type de rapport, je dirais. Oui. Mais sauf que j'irais peut-être encore un peu plus loin dans l'analyse que toi. C'est-à-dire, je dirais, il y a les cognitivistes, Oui. il y a les psychanalystes, Oui. il y a, en gros, je dirais, les chamans. Oui, c'est ça. Pour moi, les Jungiens, ce sont des deux néo-chamans, d'une certaine manière. C'est pour ça que je distinguerais les trois catégories. Je dirais, ils sont du côté des chamans, effectivement. Je le dis haut et clair. D'où mon refus de ranger Jung chez les psychanalystes. Et ce n'est pas que j'en veuille à la psychanalyse, en disant ça, vous comprenez bien. C'est que je dis, il faut savoir où est chacun, simplement. Absolument. Et Jung, par rapport au transfert, alors Non, mais j'ai pas entendu. Qu'est-ce que Jung fait du transfert? Est-ce qu'il l'utilise? Le transfert? Oui, dans ce genre L'un de ses livres majeurs s'appelle Psychologie du transfert. Oui, donc ça peut exister même dans une relation... Non mais attendez, dans toute relation thérapeutique, autant que j'ai étudié les cultes de la possession, autant que j'ai étudié le chamanisme, autant que j'ai étudié ce que Isabelle appelait les thérapeutiques exotiques, ce que nous appelons le transfert, c'est désigné d'une autre manière, c'est théorisé, c'est pensé d'une autre manière. Mais ce que nous appelons le transfert, je dirais d'une manière, existe toujours. Ça existe, mais quelle utilisation il en fait? Bien entendu. C'est un outil Non, le problème, c'est comment, à travers, alors là je vais me servir des termes courants dans notre culture, à travers ce que nous appelons le transfert et le contre-transfert, le malade se transforme, mais comment le thérapeute se transforme lui aussi. Et comment c'est un travail, lorsque je dis que c'est un travail à deux, c'est vraiment un travail à deux. Et c'est une transformation des deux. C'est-à-dire que il y a cette idée qui plonge très loin, je veux dire qui n'est pas nouvelle, qu'on ne peut être guérisseur que si on a été blessé. Comme le chaman ne peut être chaman que s'il est passé par un épisode psychopathologique. Enfin, ce que nous appelons l'épisode psychopathologique. Bon. Et s'il continue... Au risque de la mort, éventuellement. Bon.
et où ce qui est de cet ordre, de cette blessure, d'une certaine manière, ce que nous appelons la guérison, est toujours une guérison relative. La guérison définitive, ça serait de rentrer, de retrouver cette Inde d'avant-l'être, ce qui suppose évidemment que nous passons à travers les portes de la mort. Donc le transfert et le contre-transfert va être la manière dont précisément on négocie avec cet au-delà de soi-même, et où en réalité il y a interaction ou interréaction, je dirais, entre le patient et le thérapeute. Alors, ce qui fait que je dis oui, ça existe, et en même temps, c'est sans aucun doute un usage extrêmement différent et une pratique extrêmement différente. Par exemple, vous dites c'est surtout avec les psychotiques ou les borderline qui sont opérationnels. Que devient le transfert à ce moment-là? S'il y a transfert de part et d'autre, le chaman ou le jungien va devenir aussi borderline dans cette opération. Mais je dirais que si Jung était un si bon psychiatre, puisqu'on sait qu'il a quand même été un de ceux vraiment qui ont aidé Bleuler dans la définition de la schizophrénie, et je pense qu'il a beaucoup fait évoluer Freud lorsqu'on revoit les textes de l'époque sur la question de la psychose, etc. S'il a été un si bon psychiatre, c'est bien parce que, avant même de connaître son épisode borderline, il était déjà in potentia borderline. Hein? Il l'était déjà. Enfin, selon là aussi notre vocabulaire d'aujourd'hui. Ça signifie aussi que le terme psychotique est complètement différent du terme lacanien. Ah, complètement. Complètement. C'est-à-dire que lorsque je me sers du terme psychotique, en fait, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je me sers du terme qui n'est plus reconnu par les psychiatres aujourd'hui, du terme de folie. Hein? Et je me rappelle une émission dans laquelle je vais parler justement de folie, on parlait de folie. C'était un psychiatre américain qui m'avait envoyé un mail en disant, vous savez bien qu'aujourd'hui, on ne parle plus de folie, on parle de maladie mentale. Et moi, je l'ai dit, mais je suis désolé, si je parle de folie, c'est parce que je pense au dialogue du Phèdre de Platon, disant, il y a les très mauvaises folies, il y a les très bonnes folies. C'est-à-dire celles où on est pris par les dieux et où on n'est pas détruit par les dieux, c'est pas la vengeance des dieux, c'est au contraire, on est pris par les muses, on est pris par Aphrodite, on est pris par Dionysos, on est exaucé au-dessus de soi-même, on a, je dirais, accès à ce qu'on appellerait un surmonde, une surnature, ou ce qu'on pourrait appeler l'âme du monde. Ça, alors là, on pourra en discuter selon les références philosophiques ou anthropologiques que nous avons. Et donc, il y a une très très bonne folie. Et le problème du chaman, c'est précisément comment il se transforme ce qui est de l'ordre d'une mauvaise folie en une bonne folie. Et c'est cette bonne folie qui va lui permettre de soigner la folie des autres. Et je crois que dans le cas de Jung, oui, c'est pour ça que alors là, je me servirais du terme de fou d'une certaine manière. Il était fou. C'était Éloge du savoir, le 5e colloque de Bruxelles sur le thème « Question d'origine » avec, aujourd'hui, Michel Cazenave. Équipe de réalisation, Annick Brien, Michel Cazenave, Isabelle Huel, Christine Goémé.